Bonsoir. On dit que l'avenir du monde passe par la dépollution des fleuves. Quelles sont les entreprises, enfin, qu'est-ce qui a déjà été entrepris pour enlever tout ce plastique dont vous nous avez parlé là, dans les fleuves, et en particulier en Asie, puisque c'est là où il y a le plus de monde? Alors, il faut bien savoir que, j'en ai dit un mot à propos de la rareté, mais c'est encore plus vrai en ce qui concerne la pollution. Et quand j'ai travaillé sur l'eau, je pensais que la rareté de l'eau était la question la plus grave. C'est pas vrai. Si on veut, on peut avoir de l'eau. Comme je l'ai dit, en réhabilitant les réseaux, en recyclant. Il y a des pays très très forts en recyclage et on est tout à fait au début. En dessalant l'eau de mer, mais ça coûte énormément d'énergie parce qu'il faut faire passer l'eau à dessaler dans des membranes avec une pression de 80 bars. Mais on peut y arriver. Il y a une question clé qui est la question de l'assainissement. Et évidemment, quand il y a une urbanisation accélérée, ce qui est le cas, je vous rappelle qu'aujourd'hui, 50 villes du monde dépassent 10 millions d'habitants. Donc la question de l'assainissement est absolument clé. Quand vous avez un habitat dispersé dans une vaste superficie, l'assainissement est moins grave. Vous pouvez toujours trouver un petit endroit, qu'à le dire, derrière un buisson pour faire vos besoins. Ce n'est pas du tout le cas dans une ville où vous avez le rapprochement, la proximité extrêmement dangereuse du point de vue sanitaire entre l'eau potable et l'eau des toilettes. Et je me souviens avoir participé à une campagne pour les toilettes. Parce que si plus d'1 milliard d'êtres humains sur 7 ou 8 n'ont pas d'eau potable, plus de 2,5 milliards n'ont pas accès à des toilettes. Et je me souviens d'ailleurs qu'on m'avait demandé un slogan pour cette ONG. J'avais trouvé le slogan, ils n'ont pas voulu parce qu'ils ont eu peur d'un procès. Et j'étais extrêmement fier de ce slogan, c'était « Des toilettes parce que je le vaux bien ». Et ils n'ont pas voulu, c'est dommage. Mais la question des toilettes est absolument clé, la question de l'assainissement. Donc vous voyez, il y a d'abord ce point-là, pour des raisons sanitaires, mais les chiffres sont difficiles à avoir, mais la grande majorité des eaux dites usées sont rejetées dans les fleuves sans traitement. Et ça, c'est une question absolument clé, et ça va être un des thèmes de notre prochaine réunion. Vous voyez, à chaque fois, nous avons des thèmes précis, et nous demandons les expériences de chacun des membres, et nous convoquons des spécialistes, à la fois scientifiques et industriels, pour répondre à ces questions. Vous savez, ce qui est très frappant, quand on a suivi les grandes rencontres sur le climat, parce que c'est un peu la même chose. Si vous avez une mauvaise santé des fleuves, vous avez une mauvaise santé de l'océan. Si vous avez une mauvaise santé de l'océan, vous avez forcément une mauvaise santé du climat. Tout ça est lié. Ce monde est religieux au sens étymologique, c'est-à-dire religare, relegere, recueillir et relier. Il est relié. Donc c'est ça cette affaire. Donc nous rassemblons ces gens et nous demandons à la fois les ONG, nous avons des ONG, et nous, dans notre groupe, et Green Cross, et nous avons aussi des industriels. Ce qui est très intéressant, entre la COP de Copenhague et la COP 21, c'est qu'à Copenhague, il y avait le face-à-face entre les États et les ONG. Très bien. Ce qui s'est passé à Paris, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 nouvelles catégories de parties prenantes. Et je sais parce que j'étais directement dans une rencontre qui m'a passionné, ici même, à Lyon,
qu'on a appelée la COP des territoires. Et la COP des territoires, c'était de dire et aux entreprises et aux collectivités locales et territoriales, vous êtes à la fois le problème et la solution. Vous polluez, mais vous pouvez trouver des solutions à la pollution. Et donc c'est ces questions-là, et l'un de nos prochains rendez-vous, ça sera sur ces questions des pollutions des fleuves. On va déjà y travailler dès le mois d'octobre où on aura une réunion qui va se tenir, une session qui va se tenir à Toulouse et à Bordeaux, à la fois sur la rareté de la Garonne, la rareté du débit croissant de la Dordogne. Les chiffres que nous avons sur la Garonne et sur la Dordogne, c'est dans 20 ans, 20% de débit en moins. Comment est-ce qu'on fait? Et vous savez, il y a en matière d'environnement quelque chose d'absolument clé. La prise de conscience ne sert à rien. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut croire à ce qu'on sait. On sait, on n'y croit pas. On sait qu'on va mourir, on n'en tire pas les conséquences. On ne dit pas assez, par exemple, qu'on les aime aux gens qu'on aime. C'est ça les questions d'environnement. C'est ça la bataille. Bonjour. En fait, je vais vous éloigner presque des grands fleuves parce que c'est la question des inondations que vous avez évoquée. Pour les grands fleuves, les choses sont relativement lentes, encore que. Mais toutes ces rivières affluents qui participent aux inondations des grands fleuves, vous avez des solutions. Enfin, je pourrais en parler en ce qui concerne un certain nombre de petites rivières ou secondaires du Rhône, mais je voudrais que vous répondiez globalement. Merci. Alors, pour le Rhône, c'est la présidente. Pour le Brahmaputra, c'est moi. Ce qui est intéressant dans votre question, c'est qu'on est en train de parler d'un fleuve et d'un organe vivant, et qu'on aimerait, dans la société dans laquelle on vit, qu'il reste surtout très sagement là où il est et qu'il ne bouge jamais. Quand on parlait du Nil tout à l'heure, s'il n'y avait pas le Nil et les inondations du Nil, il n'y aurait pas eu d'Égypte. Et donc il faut aussi accepter qu'un fleuve puisse effectivement sortir de son lit de temps en temps. Et je pense que nous vivons dans des civilisations où nous ne connaissons plus nos fleuves. J'ai été très frappée l'année dernière, on parlait de la Garonne. Je voudrais rappeler à chacun d'entre vous que pendant 12 mois, nous avons été en étiage sur le Rhône, c'est-à-dire pas d'eau dans le Rhône. Et nous avons terminé l'année 2017 avec le constat que nous avions eu 30% d'eau en moins dans le Rhône. C'est pas ça qui me préoccupe, c'est que quand j'en parlais, au mois de juin, j'ai rencontré des élus de Lyon et qui m'ont dit « Alors, tout va bien ? Vous êtes heureuse, tout se passe bien, la CNR va bien ?» Et moi, assez étonnée, j'ai dit « Non, on va pas très bien. On va pas très bien parce qu'on n'a plus d'eau dans le Rhône. Et quand on n'a plus d'eau, on a des problèmes d'abord de gestion du Rhône, gérer tous les usages du Rhône quand il y a moins d'eau. Et puis on a accessoirement des problèmes de chiffre d'affaires parce que quand on a 30% d'eau en moins dans le Rhône, on a 30% de chiffre d'affaires en moins, à peu près. Donc vous imaginez ce qu'est un patron d'entreprise avec un tel constat. Mais quand je disais ça, des gens qui habitent au bord du Rhône me disaient « Mais enfin, c'est bizarre que vous me disiez ça. Le Rhône, on le regarde tous les jours, il a toujours de l'eau. » Et moi, j'ai été extrêmement frappée. J'en avais parlé avec Eric. Je lui ai dit « Tu te rends compte, les gens ne regardent plus leur fleuve. Ils considèrent que le fleuve passe, mais finalement, on ne le connaît pas. » Et un fleuve qui sort de son lit, il se rappelle effectivement au bon souvenir des gens qui ne sont plus d'accord du tout pour qu'il sorte de son lit. Mais un fleuve, c'est quelque chose de vivant. Et aucun aménagement d'ailleurs ne permet d'encadrer un fleuve. Encore moins le Rhône, qui est le fleuve le plus puissant de France. Et lorsqu'effectivement, comme aujourd'hui, on a beaucoup d'eau, parce que ce que disait Eric tout à l'heure, c'est ce que nous constatons sur le Rhône. Nous n'avons pas eu d'eau pendant 12 mois, 30% d'eau en moins, et soudainement, 3 crues, jamais autant de neige, d'accord ? Nous n'avons jamais vu ça, jamais autant de neige. On ne peut que souhaiter que cette neige ne fonde pas trop vite, parce qu'on va avoir des crues qui peuvent arriver parce que la neige va fondre trop vite. Et c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous répondre, c'est nous avons un fleuve, nous avons la chance d'avoir un fleuve. Ce fleuve structure nos paysages, il vit, il respire,
Et si aujourd'hui CNR passe autant de temps et d'argent à rendre à ce fleuve toute sa liberté, en réhabilitant notamment les l'Aulne, dont Camille a montré de très belles photos tout à l'heure, qui sont ce qu'on appelait les bras morts du Rhône, qui sont indispensables à la vie du Rhône, justement pour permettre d'évacuer les trop-pleins d'eau jusqu'à ce qu'il y en ait vraiment trop et qu'à ce moment-là, effectivement, on ait des inondations. Mais le fleuve, c'est pas un gentil animal à qui on demande gentiment de rester chez lui. Il ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des équipes de CNR ici et peuvent vous confirmer que le Rhône en furie, le Rhône en crue, c'est quelque chose de terrible. Et le Brahmapoutre ? Alors, je vais quand même parler du Rhône. Parce que j'étais hier dans une ville du Bangladesh qui s'appelle Arles. Et j'étais avec la députée, Madame Michel, qui a un projet pour relancer un peu le contact entre Arles et le Rhône. Alors, j'ai vu les photos. D'ailleurs, il y a une photo que tu as, une photo d'Arles. Et il y a une digue énorme. Et une formule m'est venue. J'ai dit, de toute façon, Arles a tourné complètement le dos au Rhône, s'est protégé complètement du Rhône. Écoutez bien, et j'ai dit cette phrase qui les a fait sursauter, et si on veut savoir, avoir une idée des relations entre Arles et le Rhône, allez voir le musée. Allez voir le musée. Et parce qu'à cette époque, il y avait de la circulation sur le Rhône. Et il y avait un lien avec le Rhône. Et c'est très frappant. Et alors, on peut dire la même chose avec Avignon. Comment imaginer qu'on laisse l'île de Bartholas comme un dépotoir parce que de temps en temps, il y a 1 mètre d'eau? Mais ça veut dire quoi? Se protéger comme ça de la vie et de ce potentiel absolument magnifique. Et j'ai vu une ville qui a souffert énormément, puisqu'en 1963, il y a eu 250 morts à Hambourg, parce qu'il y avait des inondations de l'Elbe. Mais avec les moyens quand même qu'on peut avoir, on peut retrouver un contact avec un port et retrouver un contact avec le fleuve. Et comme par hasard, ça a relancé la dynamique, ça a relancé le tourisme, ça a relancé la fierté qu'on pouvait avoir. Moi, j'ai vécu ça avec la mer, ou avec des gens qui avaient, pour toutes sortes de raisons, la crainte de la mer, etc. Mais il faut renouer le dialogue avec ces grandes forces de vie, et notamment le fleuve. Et autre point qui est quand même hallucinant, sur cette digue, les personnes âgées ne peuvent plus aller. Pourquoi? Parce qu'au début, on avait décidé de mettre des bancs. Et je ne sais quel crétin a décidé que s'il y avait des bancs, ça serait dangereux, comme si on pouvait dormir dans le banc et qu'on ne verrait pas l'inondation arriver. Donc vous avez devant vous l'ambassadeur français de la lecture, l'ambassadeur de Pasteur et l'ambassadeur des bancs d'Arles. Bonsoir. Oui, bonsoir. Éric Orsena, merci d'avoir parlé tout à l'heure, d'avoir évoqué le cas du Tigre et de l'Euphrate. Je voulais juste rajouter quelques éléments et puis avoir votre avis sur la résolution de cette question. Au niveau du... Alors, première remarque, j'avais été dans cette partie de la Turquie orientale en 2014. J'avais constaté qu'effectivement, à la suite de l'installation de ces grands barrages à partir des années 1980, donc il y a énormément d'évaporation qui se produit en été. Puis j'avais vu un reportage également sur les paysans qui gèrent les abricotiers dans la région de Malatya, qui disait que le climat avait changé en fait depuis l'installation de ces barrages. Et puis par ailleurs, un géographe spécialiste de la Syrie
disait qu'en Syrie, à Alep notamment, les premières manifestations qu'il y avait eues, dues à tous les agriculteurs de la Syrie qui pouvaient plus subsister chez eux parce qu'il y avait eu plusieurs années de sécheresse, étaient venus, avaient commencé à manifester à Alep, et ensuite il y a eu des récupérations politiques suite à ça. Donc effectivement, c'était pour faire le lien avec, le lien entre tous ces phénomènes, effectivement, et également le fait que les populations turques, quand elles sont venues du plateau de l'Altaï, au XIe, XIIe siècle, j'avais lu également qu'elles étaient parties de ces lieux d'origine et s'est installées sur ce qu'on appelle le plateau arménien, parce qu'il y avait eu un problème d'assèchement d'une mer. Donc effectivement, toutes ces questions liées à l'eau sont extrêmement... il y a une question géopolitique qui lie toutes ces questions, tous ces problèmes. Et je voulais savoir, au niveau de l'association Initiative pour l'avenir des grands fleuves, comment vous pensez que c'est possible d'intervenir par rapport à toutes ces conséquences liées à ce que je viens d'évoquer. Alors, je vous remercie pour cette question. Sauf à envisager l'envoi d'un corps expéditionnaire financé par la CNR, je nous vois assez mal intervenir au nord de la Turquie, au sud de la Turquie et au nord de la Syrie. Mais enfin, je ne sais pas, je pense que je verrais assez bien Elisabeth Ayrault en général, peut-être. Enfin, on va discuter de ça. Donc, c'est un endroit, comme vous savez, extraordinairement compliqué, avec des catastrophes absolues. Mais sur la question des barrages, je vais limiter un tout petit peu. Sur la question des barrages, le grand spécialiste de l'eau, qui est Karl Marx, disait qu'on ne détruit que ce qu'on remplace. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, ce qui nous passionne, nous, dans notre groupe, c'est trouver des solutions et pas affirmer des principes. Quand, par exemple, vous êtes au Laos, qui est un des pays les plus pauvres du monde, et que vous avez des responsables qui vous disent « Est-ce que je fais des barrages ou pas de barrages ?» Vous lui dites « Qu'est-ce que vous avez comme autre solution ?» Je fais des barrages. Pourquoi? Parce que le pays voisin de la Thaïlande est prêt non seulement à acheter l'électricité, mais à financer le barrage. Comment est-ce qu'on fait? Alors évidemment, on vous dit comment est-ce qu'on fait, quel genre de bons et de mauvais barrages. Et une de nos réunions était très très passionnante. Justement, on essayait de dire pas de principe anti-barrage, mais essayer de faire des barrages les moins impactants et puis qui apportent des solutions qu'on n'a pas autrement. Vous voyez, c'est qu'on a fait une réunion sur le barrage le plus efficient du monde, parce qu'il est beaucoup plus efficace que les Trois Gorges en Chine. Il est à la frontière du Paraguay et du Brésil. C'est un barrage binational. Pour vous donner sa puissance, c'est un barrage de retenue qui n'est pas comme le barrage du Rhône, mais c'est 4 fois les 19 barrages du Rhône. Eh bien, s'il n'y a pas à cet endroit ce barrage, il n'y a pas d'électricité pour l'entièreté du Paraguay et pour le quart sud du Brésil. Comment est-ce qu'on fait? Vous voulez du nucléaire? Vous voulez du charbon? Comment est-ce qu'on fait? Donc c'est ça les questions que nous nous posons. Quelle est la solution? Alors on peut toujours dire non, mais il faut qu'il y ait moins de gens sur Terre, il faut qu'il y ait un déclin de la croissance, etc. etc. Vous voyez, c'est ce genre de questions qu'on aime se poser. Alors en ce qui concerne cette région martyre de tout ce Proche-Orient, il se trouve que nous avons une archéologue qui revient juste d'Iran, mais qui a longtemps fouillé dans tous ces endroits-là, qui est une spécialiste de ces questions d'eau avec les premières écluses, les premiers mini-barrages, etc., qui est Corinne Castel, que les Lyonnais connaissent bien, puisque c'est une des archéologues les plus éminentes de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, et qui est avec nous. Et c'est pour ça que nous avons voulu qu'elle soit là, parce que la plupart des civilisations sont des filles de fleuves.
Et surtout celle-ci, à qui nous devons des tas de choses, et notamment notre écriture à nous, c'est quand même, nous sommes des enfants, et moi particulièrement écrivain, des enfants de ce croissant fertile du Tigre et de l'Euphrate. Et c'est là. Donc si vous n'avez pas, dans l'analyse des fleuves, des titulaires de cette mémoire très longue, évidemment, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Voilà, donc pour répondre à votre question très riche, mais en même temps très diverse, il y a la question du principe. Donc, et nous, notre approche, c'est quelle est la solution la moins impactante possible, premièrement. Et deuxièmement, intégrer le temps long, comme je l'ai dit précédemment, sur les questions d'équipement. Je voudrais compléter par rapport à ce que dit Éric. Nous sommes depuis une vingtaine d'années présents au Laos en ingénierie et nous avons eu l'occasion d'intervenir sur le premier ouvrage qui a été construit sur le Mékong pour les raisons qu'évoquait Éric, à savoir que le Laos, pour sortir de sa pauvreté, au-delà du fait qu'ils ont besoin d'énergie pour eux-mêmes, en fait c'est leur richesse à eux d'aménager le Mékong. Et donc ils nous ont demandé de les aider à analyser le premier projet qui était prévu par les Thaïlandais sur le Mékong. Et donc, avec l'expérience que nous avons, nous, CNR, de la gestion d'un fleuve, et une fois de plus, pas seulement de l'hydroélectricité. Et ça nous a donc amené à porter un regard critique sur l'ouvrage qui était proposé par les Thaïlandais et à faire remarquer au gouvernement du Laos que les Thaïlandais avaient simplement oublié un élément qui paraît en tout cas aujourd'hui inacceptable. Peut-être qu'il y a une cinquantaine ou une centaine d'années, on pouvait encore imaginer qu'on n'en avait pas besoin, mais aujourd'hui, on ne devrait plus construire d'ouvrage sur un fleuve sans prévoir dès le départ une grosse passe à poissons qui correspond en plus au Laos à, je dirais, une grande partie de l'alimentation des populations qui vivent le long du Mékong. Et la deuxième chose que nous avons fait remarquer aux ingénieurs qui avaient designé ce barrage, c'est qu'un fleuve, il transporte des sédiments. Et comme je répondais tout à l'heure sur les inondations, les sédiments sont une richesse. Il ne faut pas lutter contre le passage des sédiments et certainement pas contre le dépôt des sédiments sur les berges du fleuve. Et donc, pour que les sédiments puissent passer, il faut prévoir un certain nombre de vannes, d'ouvertures, de façon à ce que régulièrement on puisse faire passer les sédiments. La question qui s'est posée et que certaines ONG nous ont posée, c'est pourquoi est-ce que vous avez accepté d'intervenir aux côtés du gouvernement du Laos ? Vous auriez dû lutter comme nous contre la construction de ces ouvrages. Ce à quoi le ministre de l'Énergie répond : je suis ministre de l'Énergie au Laos, je n'ai aucune richesse. Vous, pays riche, vous venez me donner des leçons. Alors que moi, la seule façon pour moi de sortir ma population de la pauvreté, c'est de construire ces ouvrages. Et donc construire ces ouvrages en ne bénéficiant pas des retours d'expérience d'entreprises qui connaissent ce métier et qui ont elles-mêmes d'ailleurs parfois commis des erreurs, eh bien ça serait une grave erreur que ces entreprises ne puissent pas intervenir pour nous donner des conseils. Et le rôle des initiatives pour l'avenir des grands fleuves, c'est justement de pouvoir partager ces expériences, non pas empêcher qu'on construise, mais faire en sorte qu'on construise des ouvrages respectueux de l'environnement, comme on arrive aujourd'hui, avec les très belles photos qu'on a vues tout à l'heure, finalement à avoir un fleuve qui est certes aménagé sur le Rhône, mais qui est un fleuve qui fonctionne bien, qui est respecté, l'eau coule, et tous les usages sont respectés. Et notre rôle, moi je considère, au sein des initiatives pour l'avenir des grands fleuves, c'est d'arriver effectivement à partager cette expérience, et par notre apport, par la pédagogie qu'on peut apporter, c'est de permettre qu'on puisse effectivement continuer à construire des ouvrages, mais qu'on le fasse dans le respect de l'environnement. Parce que je préfère 1000 fois au Laos voir construire un ouvrage hydroélectrique que voir construire une énorme centrale au charbon, puisque c'est ce que voulaient faire les Chinois. Je voudrais compléter ce point, je vous passerai la parole, madame. Je voudrais compléter sur les approches que nous avons, c'est-à-dire une approche le plus possible globale. Si je devais refaire une thèse d'économie, on a toujours des vieux fonds de névrose qui reviennent, je le ferais sur les prix. Qu'est-ce qui rentre dans le prix ? Dire que l'électricité d'origine nucléaire n'est pas chère, ça dépend de ce qu'on met dans le prix. Si on met dans le prix le démantèlement et le retraitement des déchets,
le prix du kilowattheure d'origine nucléaire monte énormément. Autre point, plus dérangeant, qui concerne les énergies renouvelables. Il se trouve que je suis assez bon sur les questions des matières premières et je m'intéresse de plus en plus aux terres rares. Si vous n'avez pas de terres rares, vous n'avez pas de transition énergétique. Et les terres rares demandent des exploitations extrêmement dommageables pour l'environnement, que seuls les Chinois ont accepté de mettre en œuvre. C'est pour ça qu'ils ont un quasi-monopole sur les terres rares. Donc, 2 points. Premièrement, si on prend l'entièreté du projet d'énergie renouvelable, et Dieu sait si je le défends, il faut intégrer ces questions-là. Il faut intégrer, 1, la nouvelle dépendance, non pas vis-à-vis des pays pétroliers, mais vis-à-vis des pays qui produisent ces métaux rares, et d'autre part, les atteintes à l'environnement qui sont liées à ces métaux rares. Et la question qui se trouve posée, grave question, est-ce que nous devons à notre tour relancer l'exploitation des terres rares où il y en a un peu partout, à quel prix pour l'environnement, à quel prix économique, etc. Vous voyez ? C'est-à-dire que, pour moi, vraiment, une attitude responsable dans tous les domaines de l'environnement, les fleuves notamment, c'est avoir l'approche la plus globale possible et pas se tenir juste à une petite ligne de raisonnement parce que ça nous intéresse nous. Mais un peu tout, la question de l'emploi, les questions, etc. Après, évidemment, des questions sont posées de corruption. C'est-à-dire on peut très bien imaginer, je cite personne mais j'ai des noms, que l'électricité produite par certains ne bénéficie pas à tout le monde. Bonjour, merci pour votre conférence. Moi, je reviens un peu sur le thème de la pollution. On a parlé de pollution des fleuves avec les matières plastiques et les matières fécales. On peut parler aussi des pollutions chimiques et notamment des solvants chlorés et des hydrocarbures. Et donc, lié à ça, c'est tout ce qui est les nappes d'eau souterraines qui sont liées aux fleuves. Et donc, ma question était de savoir si vous les preniez en compte dans vos réflexions, dans votre groupe de travail. Bien sûr, simplement, on peut pas aborder toutes les questions à chaque fois, mais évidemment, la question de la pollution est absolument clé. Encore une fois, puisque mauvaise santé du fleuve égale mauvaise santé des populations et mauvaise santé de la mer. C'est pour ça que nous avons un éminent représentant de l'Institut Pasteur, qui est le patron de l'Institut Pasteur de Guyane, qui est avec nous et qui est membre de notre club très actif. Et nous prévoyons une rencontre uniquement sur la question de la pollution et savoir comment on fait avec tous les points de vue, c'est-à-dire comment on pénalise, qui va payer pour la pollution, comment c'est passé. Mais quand vous avez la ville de Dakar sur le Brahmapoutre avec 20 millions d'habitants, comment vous allez faire ça? C'est ça la question de l'urbanisation aussi. Comprenez? C'est ça ce qui est en train de se passer. Encore une fois, si vous avez des villes à peu près gérables, c'est pour ça que j'ai travaillé sur les villes. C'est pour ça que vous avez ces concentrations avec évidemment des équipements publics qui ne sont pas à la hauteur. Parce que une des questions les plus difficiles à gérer de notre monde, c'est la concomitance des révolutions de toutes sortes, numériques, énergétiques, etc., et leur accélération. C'est-à-dire ça va trop vite pour vous adapter. Comment vous faites? Vous voyez que le rythme, quand vous avez notre petite agglomération de Toulouse, 15 000 personnes, mais si ce n'est pas 15 000 personnes, mais si c'est 300 000 personnes chaque année, comment vous faites? C'est ça l'affaire, concentrer. Vous voyez, de plus en plus. Et déjà, comme vous savez, la moitié de la population mondiale est dans les villes. Dans 20 ans, ça sera les 2/3. Donc la question de l'urbanisation est absolument clé. Donc en tout cas, la question de la pollution est absolument centrale, comme la question de l'irrigation. Comme aussi la question de l'irrigation, parce qu'on voit ce que ça peut donner, c'est pas possible. Comme la question de... Vous savez...
quand j'ai travaillé sur l'eau, comme je vous ai dit, j'étais parti, je vous l'ai dit, j'étais parti sur la rareté de l'eau. Et puis, très vite, je me suis dit, non, c'est les vraies difficultés de l'assainissement. Et très vite après, je me suis dit, et si la vraie rareté, c'était la rareté des terres? Et c'est comme ça qu'on voit que l'Asie, globalement, est déficitaire de terres arables. Et d'autant plus déficitaire arabe qu'il y a une modification de ces régimes alimentaires qui demandent de plus en plus d'eau et de plus en plus de terre. Donc la question de la modification du régime alimentaire en fonction de l'augmentation du niveau de vie est posée. Donc vous voyez, ce qui est difficile dans cette affaire, c'est que vous ne pouvez pas vous arrêter à un moment donné, bon, allez, j'ai réglé cette question. Non, puisque ça continue, ça déborde, voilà, c'est. Mais comme la vie, il n'y a pas de frontières dans la vie non plus. Vous savez, quand vous apprenez, je me retrouvais sur le fauteuil de pasteur absolument illégitime, j'ai dû quand même, pour oser m'asseoir, comprendre 2-3 trucs en biologie. Eh bien, justement, vous voyez ces liaisons-là. Donc, vous êtes obligé sans arrêt d'apprendre. Comme vous faites. Confluence. Ce qui veut dire aussi que il est nécessaire d'avoir une culture scientifique, qu'on arrête de faire le partage entre la culture littéraire et la culture scientifique. Arrêtez ces conneries paresseuses. C'est qu'on doit comprendre les mécanismes du savoir. Et mon rêve, c'est pour ça que je ne serai jamais président de la République en dépit de l'envie folle que j'en ai. C'est que mon deuxième programme après le droit de vote, et j'ai bien vu que vous n'étiez pas d'accord avec moi, c'est un seul bac, qu'on arrête les options dès le CP. Bravo. Il y a 2 micros. Là. Pour ma... Oui, bonjour. Mais madame, Ah non, mais... madame. Mais madame, mais venez madame. Non, mais je... Pas de problème. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a Pour encore une ma question? part- Oui, parce qu'Éric est vous l'avez compris, est capable de rester jusqu'à minuit. Hein. Oui, mais en même temps, comme dirait l'autre, je suis membre de l'Académie du vin de France, dont je commence à avoir soif. Il y a une question là, je crois. Oui. Non. Ce n'est pas sur une question de fleuve que je voudrais dire 2 mots, mais sur la question que vous avez posée tout à l'heure de la démocratie et par rapport à des États déstabilisés. J'ai eu la chance de faire pas mal de randonnées dans plusieurs îles grecques où, quand on marche à pied, on voit comment les Grecs, pendant des siècles, ont géré très peu d'eau pour vivre. Et tout d'un coup, vous avez des capitaux de toutes sortes qui débarquent, qui installent des grosses stations de pompage, des tuyauteries, des serres en quantité, et puis qui abandonnent tout ça au bout de 2 ou 3 ans, parce qu'ils ont tellement tiré dans les nappes phréatiques que l'eau de mer les a envahis, et ça fait des zones mortes. Vous avez raison, monsieur, là, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Mais l'être humain aime bien l'abondance, quitte à ce qu'il gâche une partie de ce qu'on lui donne. Je voudrais insister sur le fait que le fleuve Rhône, par exemple, est un des fleuves les plus menacés de France parce qu'il donne une impression d'abondance, parce que c'est un fleuve qui est alimenté par les glaciers et que tout le monde trouve tout à fait normal que les glaciers continuent à fondre en alimentant le Rhône et personne ne se pose de questions. Et peut-être qu'un jour, quand on se posera la question, ça sera un peu tard. Donc on va changer la Bible, c'est pas après moi le déluge, c'est après moi la sécheresse. Voilà, alors je suis gardien du temps. Dernière question. Merci.
Francis Ruchard, je suis un ancien de la CNR et j'ai une remarque à faire assez importante. On a besoin de nouveaux barrages parce que on ne va pas s'étendre là-dessus, mais il y a un très gros problème, c'est l'ensablement des barrages. Il faut savoir qu'actuellement, le volume stocké dans le monde de tous les barrages diminue, malgré la construction chaque année de nouveaux barrages. Il faut savoir que le Maroc perd un barrage par an à cause de l'envasement. Et on va dans le mur en particulier en Iran ou des pays comme ça. Et pourtant, des solutions, elles existent. La preuve, le barrage de Sayaburi, où j'ai travaillé, on est arrivé à faire passer 90% du sable. Alors moi, je milite pour les barrages transparents, qui laissent passer les poissons, qui laissent passer le sable, qui laissent passer les bateaux. Et on ne m'écoute pas tellement, donc je vais vous demander de m'aider à promouvoir la notion de barrage transparent. Voilà, je vous remercie. Oui, je ne vais pas vous dire le contraire, effectivement, parce que l'un des intérêts de la CNR, c'est de pouvoir partager justement cette expérience. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous les moyens de faire des ouvrages transparents. L'ouvrage dont parlait Eric tout à l'heure, qui est à Itaipú, donc qui représente effectivement c'est 4 fois effectivement tous les ouvrages du Rhône réunis. Hein. Cet ouvrage, il a été construit, c'est un ouvrage qui est colossal. Il a été construit dans les années 80 et quand il a été construit, alors ils ont prévu effectivement une passe à poissons. Tout ça, ça fonctionne bien. Ils ont fait beaucoup de choses pour la biodiversité. Ils ont juste oublié un petit détail, parce que je déteste le mot barrage, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment un barrage, parce qu'en fait, il n'y a pas de place pour les bateaux. C'est-à-dire qu'en fait, le fleuve Paraná est interrompu au niveau d'Itaipú par... Il n'y a pas d'écluse, et donc aucun bateau ne peut passer sur ce fleuve très important. Et là où il y a un peu d'espoir, c'est que ce qui était possible il y a 40 ou 50 ans, aujourd'hui, il y a une pression très forte, à la fois des médias, des populations, des ONG, pour que Itaipú ouvre en fait ce barrage à la circulation des bateaux. Et donc CNR a été appelé sur ce sujet pour réfléchir, pour voir comment on peut créer ces écluses. Donc moi j'ai quand même, c'est peut-être un mot de conclusion si c'est la dernière question, c'est quand même un espoir pour moi de voir que partout dans le monde on regarde quand même ce qui s'est fait de bien et de moins bien, même s'il reste encore des choses qui ne fonctionnent pas comme on le veut. Mais malgré tout, il y a quand même une prise de conscience qu'il faut que lorsqu'on construit un nouvel ouvrage aujourd'hui, on respecte notre environnement. Et pour moi, un fleuve bien géré, c'est un fleuve, et c'est le fleuve Rhône où on peut le dire. On a une goutte d'eau qui quitte le lac Léman. Vous avez vu tout à l'heure que le lac, je précise que le lac Léman, il garde en fait une partie de l'eau du Rhône avant de la restituer, hein, puisqu'on dit qu'une goutte d'eau peut rester 11 ans dans le lac Léman avant de repartir dans le Rhône. Donc, ce sont des processus extrêmement complexes. Hein. Mais une fois que la goutte d'eau, elle sort du lac Léman, quand on gère correctement un fleuve, elle peut être non seulement turbinée 19 fois, ce qui est quand même... exceptionnelle, c'est-à-dire la même goutte d'eau, elle est turbinée tout le long du Rhône, et elle peut arriver en plus à la mer en bon état, en ayant alimenté les poissons, etc. Après qu'on prélève de l'eau sur un fleuve, je pense que c'est inéluctable, on a besoin d'eau potable, les agriculteurs ont besoin d'eau, mais il faut qu'on la respecte. Et ce que la CNR essaye de faire aujourd'hui au travers des initiatives pour l'avenir des grands fleuves, c'est d'apprendre à nos interlocuteurs à respecter et pas leur donner des leçons en disant qu'il ne faut pas construire. C'est dire, si vous construisez, tenez compte de ce qui s'est fait de bien et de moins bien un peu partout dans le monde et respectez vos fleuves. Donc il faut des ouvrages transparents, vous avez raison.